Anasa. So, let's go directly to meditation. Directement aller dans la méditation. Settle your body, speech and mind in the natural states as you've done before. Établissez votre corps, votre parole et votre esprit dans leur état naturel comme nous l'avons fait précédemment. And letting your awareness remain still, like an unflickering candle flame. Let your awareness illuminate the space of the body, sensations within that space, and particularly attend to the sensations corresponding to the in and out breath. Permettez à votre conscience d'être immobile et d'illuminer avec la clarté de votre conscience l'espace de votre corps, les sensations qui s'y produisent, en particulier celles qui sont en lien avec l'inspiration et l'expiration.
let your eyes be at least partially open and vacantly rest your gaze in the space in front of you without focusing on any object. Permettez ensuite à vos yeux d'être ouverts et de les garder ouverts dans l'espace devant vous, dans le vague, sans focaliser sur quoi que ce soit. Primarily take on the task of letting your awareness rest in its own place, holding its own ground, unmoving. Et prenez d'abord comme but de stabiliser votre conscience dans l'immobilité, dans sa clarté. And while sustaining that stillness of awareness, direct the light of the awareness single-pointedly to the space of the mind and to whatever events arise within that space. Et maintenant, cette immobilité de la conscience, orientez-la maintenant vers l'espace de l'esprit et tous les phénomènes qui s'y manifestent. Add the acuity to your awareness. Generate a discursive thought or a mental image. Focus on it single-pointedly. Let it fade back into the place of the mind and keep your attention right where it was, ready to observe the next thought or image that arises spontaneously. Avec l'acuité de votre présence, de votre conscience, suscitez une pensée et laissez-la ensuite s'évaporer d'elle-même, s'évanouir d'elle-même et soyez prêts à observer les phénomènes, les pensées qui suivent, qui reviennent. Recognizing the difference between the stillness of awareness and the movements of the mind. Cultivate the first type of mindfulness, single-pointed mindfulness, in which you are simultaneously aware of the stillness and the motion. Discernez la stabilité de la conscience et les mouvements du mental et développer cette pleine conscience en un point sur la stabilité, sur ces deux aspects, la stabilité de conscience et les mouvements mentaux. If we liken the space of the mind to a stage, then the thoughts and images are like actors that come and go. So from the stillness of your awareness, observe the comings and goings of the actors on the stage of the mind. Si vous pouvez vous établir dans cet état où les pensées vont et viennent simplement, essayez de poser votre présence consciente à ces mouvements.
mental phenomena include not only the appearances to your awareness, such as thoughts and images, but also subjective impulses, such as desires and emotions. On parle des phénomènes mentaux, il ne s'agit pas simplement des images ou des pensées qui se produisent, mais également des phénomènes subjectifs comme les émotions, le désir. So now deliberately generate a desire or an emotion. Observe it arise. Let it dissolve back into the space of the mind. And be prepared to observe the next desire or emotion that arises all by itself. Et de manière délibérée, susciter un désir ou une émotion et laissez-le ensuite se dissoudre dans l'espace mental et soyez prêt à observer l'émotion, le désir ou l'émotion qui se produira par la suite. Sometimes, as you attend to the space of the mind and the events arising within it, you don't see any events. The mind seems to be empty, quiet. Parfois, quand votre conscience observe l'espace mental à la recherche d'événements mentaux, parfois il n'en surgit pas et votre espace mental apparaît comme un espace vide. So it's like looking at a stage with no actors upon it. C'est comme regarder une scène où il n'y a pas d'acteur en train de jouer. So now take a special interest in the intervals between thoughts. Observe what remains. Observe that space of the mind that is most evident between thoughts. Observe it closely. Observe the intervals between thoughts. Et donc observez cette configuration du domaine mental qui se manifeste quand il n'y a pas de pensée, espace entre les pensées. Observe this space of the mind that is most evident between mental events. Observez cet espace qui se manifeste entre deux événements mentaux.
Is that mental space simply nothing, having no characteristics at all? Or does it have characteristics? Est-ce que cet espace mental est-il rien? Est-ce qu'il n'y a absolument rien du tout? Existe-t-il des caractéristiques? For example, is this space of the mind flat? Is it two-dimensional? Or is it three-dimensional? Par exemple, est-ce que cet espace nous apparaît comme étant plat en 2 dimensions ou a-t-il 3 dimensions? Do three-dimensional appearances, images arise? Or only two-dimensional, flat images appear in the space of the mind? Est-ce que les images mentales apparaissent en 2 ou en 3 dimensions? Does the space of the mind have color, or is it transparent? Is it black? Est-ce que cet espace mental est-il coloré ou n'y en a-t-il pas? Est-ce que ça paraît comme noir? How big is it? Does it have a center? Does it have a periphery? Quelle taille a-t-il? Est-ce qu'il existe un centre, une périphérie? Closely observe this space, from which thoughts emerge, in which they are present, and into which they dissolve. Observez de près cet espace mental d'où émergent les pensées, où elles s'y redissolvent.
now simply let your awareness rest and invert the light of your awareness in upon itself and simply rest in the awareness of awareness. Ensuite, maintenez la clarté de votre conscience et inversez sa direction pour être conscient de votre propre conscience, la tourner vers elle-même. Buenas. If we go back to the really foundational teachings of the Buddha, for example, as they are explained in the Pali Canon, and we ask, what is the root of suffering? Why do we suffer? The answer is very simple. Because of this, it's called closely holding, or which really means identifying with the five skandhas, the five psychophysical aggregates, or simply put, closely identifying with the body and the mind, our thoughts, emotions, and so on. Because of that close identification, therefore, we're vulnerable to all kinds of suffering. Si on se réfère au fondement de l'enseignement du Bouddha, dans le canon Pali, la racine de la souffrance est présentée de manière extrêmement simple. C'est simplement le fait de s'identifier avec les cinq agrégats, c'est-à-dire tous les différents aspects de notre expérience, les pensées, s'identifier aux pensées, s'identifier au mental, à la conscience, etc. So this practice of settling the mind in its natural state is designed specifically as an antidote to closely identifying with, or grasping onto, our own thoughts, emotions, memories, desires,
holding them close as I or mine. The whole idea here is to release the grasping, not to dispel, to abandon the thoughts, emotions, and so forth, but to release this grasping or identification with. Et donc cette pratique d'établir l'esprit dans son état naturel fonctionne comme un antidote à cette identification aux pensées, aux souvenirs, aux émotions comme étant soi ou comme étant à soi. Donc il ne s'agit pas de les éliminer, mais de saisir d'éliminer cette saisie. So the very essential key to that is this simultaneous stillness of awareness, while at the same time being aware of the movements of the mind. That's really the key, right there. Et donc la clé essentielle de cette méthode est d'avoir simultanément la conscience, l'immobilité de la conscience associée à la conscience des pensées, des émotions, de tous les événements mentaux. So one of these synonyms for the term sentient being, which is translation of the Tibetan semchen, a mind haver. A synonym for that in Tibetan is doa. And doa literally means one who is in motion, one who's going. So all sentient beings, everyone in samsara, we're on the move. That's what it means. We're on the move, we're going. Un synonyme de l'appellation être sensible, qui est la traduction tibétaine de senchen, qui signifie donc qui possède un esprit. Et une autre manière un synonyme, c'est drowa, qui signifie quelqu'un qui est en mouvement, qu'on traduit souvent par les migrants dans le samsara, quelqu'un qui est en mouvement dans le samsara. Why are we going? Mais où allons-nous? We want to go away from the causes of suffering and go towards the cause of pleasure. So, oh yeah, you make me suffer. You make me happy. And so we're moving around samsara, trying to move away from suffering, trying to move towards happiness. On souhaite aller vers le bonheur et échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Donc cela, quelqu'un qu'on n'aime pas, on le fuit, quelqu'un qu'on aime, on va vers lui. C'est vers cela que l'on va. Now, an arhat, one who has come to the culmination of the path of individual liberation, an arhat who then dies, enters into a state of utter primordial stillness, stillness beyond time, total stillness, not moving at all. So sentient beings are on the move, and arhats, when they're dead, totally still. Et les arhats, donc les gens qui ont réalisé le chemin de la libération individuelle, quand ils meurent, ils sont dans un état de conscience totalement immobile, alors que les gens ordinaires, les gens du samsara, continuent à être en mouvement. So sentient beings are active, a dead arhat is totally inactive, not doing anything. Donc les êtres sensibles sont en activité, alors qu'un arhat qui est mort est totalement inactif. Whereas in contrast, a Buddha is said to dwell in non-abiding nirvana. Non-abiding. Minepe nyangde. Minepe nyangde. Non-abiding. I'll explain it. If you can just translate it literally, I'll explain it. Donc pour un Bouddha, en contraste, il est dans un état de nirvana non immobile. À peu près. Non. Probably not, but I'll explain it and then you can translate. Non-residing, non-inhabiting, non-dwelling. Voilà, non-résident. Yeah, that's okay. Yeah, that's good. Composé. Yeah, that's good. Okay, but now what's the meaning? That's the most important. Donc quel est le sens? A Buddha is not a sentient being. So the Buddha is not dwelling in samsara.
not residing in samsara. Otherwise, what would be the point of becoming enlightened? Donc un Bouddha n'est pas un être sensible et il ne réside pas dans le samsara. But a Buddha is also not simply residing in nirvana, totally disengaged from the world of sentient beings, like an arhat, a dead arhat. Et en même temps, le Bouddha ne réside pas complètement dans le nirvana, il n'est pas totalement séparé du monde des êtres sensibles comme un arhat. So the Buddha is not residing here in samsara, nor simply residing there in nirvana. Donc le Bouddha ne réside ni dans le samsara, ni dans le nirvana. But is simultaneously aware of both. Mais il est simultanément conscient des deux. In other words, a Buddha's mind is never separated from the immutable bliss, the timeless bliss of nirvana. Donc en d'autres termes, le Bouddha n'est jamais séparé de la parfaite félicité hors du temps du nirvana. At the same time, though, a Buddha is panoramically aware of the world of sentient beings, all sentient beings. Et en même temps, le Bouddha est conscient de manière globale, panoramique, du monde de tous les êtres sensibles. But a Buddha's awareness of sentient beings is not like Zeus sitting on the top of Mount Olympus, or a Buddha sitting on the top of Mount Meru saying, "How are you down there?" Not like that. Donc le Bouddha n'est pas dans cette situation celle comme Zeus qui serait en haut d'une colonne ou un Bouddha en haut du mont Meru comme ça qui regarde de loin à travers ses jumelles le monde des êtres sensibles. In fact, the Buddha's awareness of sentient beings has to be non-dualistic. If the Buddha's got in dualistic awareness, then he's still a sentient being. You're over there, I'm over here. Dualistic, not that. Donc la conscience du Bouddha ne peut pas, sa conscience des êtres sensibles ne peut pas être dualiste. Il ne peut pas considérer les êtres comme étant là et lui ici. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. So to make this personal, a Buddha's awareness of you is from your perspective. A Buddha's awareness of you is awareness of you from your perspective. Donc autrement dit, la conscience que le Bouddha a de vous est dans votre propre perspective. Where you are, there is the Buddha. Là où vous êtes, il y a le Bouddha. The Buddha is not looking at you as someone over there. Le Bouddha ne vous regarde pas comme quelqu'un là-bas en face. Where your awareness is, there is the awareness of a Buddha. Là où est votre conscience, il y a la conscience du Bouddha. Viewing you from a first-person perspective. Il peut vous voir dans la perspective à la première personne. That perspective is the perspective of Dharmakaya. Et cette perspective est la perspective du Dharmakaya. It is the perspective of Rigpa, pristine awareness. C'est la perspective de Rigpa, de la conscience pure. It is the view of the great perfection. C'est également la vue de la grande perfection. So in this very simple shamatha practice, of simultaneously resting in the stillness of your awareness while being aware of the activities of the mind, there is a faint facsimile of the Buddha's awareness of you. Resting in the primordial stillness, in the immutable bliss of nirvana, while aware of samsara. Donc dans cette simple pratique de samatha où on s'établit dans cette conscience tranquille et immobile, Samsara. Movements of the mind. Oui. The movements of the Donc, mind. The doha of the mind. Et également dans le conscient de ces phénomènes mentaux qui se produisent, ces expériences de conscience qui se produisent, on est un petit peu dans un facsimilé, dans un ersatz, on va dire, de la conscience du Bouddha.
un semblant de la conscience du Bouddha. But that awareness of the Buddha's awareness, is not uncaring. It's not like a person watching a really boring movie. Et la conscience du Bouddha n'est pas sans attention bienveillante, sans être attentif à l'autre. C'est pas comme quelqu'un qui regarde un film ennuyeux. Because each of us, ourselves, we care very much about our joys and sorrows, about adversity and felicity, our hopes and fears. We care very much. Et pour nous-mêmes, sommes très attentionnés à nos joies, à nos tristesses, à nos joies. The Dalai Lama was once asked, what do you think is the most fundamental impulse or drive of a human being? C'est ce que demande le Dalai Lama. Il dit, mais quelle est l'intention, la motivation, l'impulsion, l'impulsion fondamentale, la primordiale, la plus profonde qui existe chez l'être humain. For Freud, I think it was libido and death wish. Fundamental drives, libido and death wish. Du point de vue de Freud, c'était la libido et le désir de mourir. That was Freud, not Buddha. C'était le point de vue de Freud, pas celui de Bouddha. For Darwin, survival. Survival, procreation. First of all, survival. Et pour Darwin, c'est la survie. La survie passe bien avant la procréation. Prime directive. Survive and pass on your genes. En premier lieu, il faut survivre, et puis en deuxième intention, transmettre ses gènes. And so when the Dalai Lama was asked this, his answer was, prime directive, prime impulse, caring. Caring. And that is, we care whether we suffer. We care whether we have happiness. And we can't help it. We can't stop. Et quand on a posé cette question au Dalai Lama, il a répondu être attentionné. Parce que nous sommes attentionnés à nos états de souffrance et à nos bonheurs. A person who commits ethnic cleansing or genocide does so because he cares. He thinks in some way this will be good. This will be better for humanity. He cares. Et même quelqu'un qui produit un génocide le fait avec ce sentiment que c'est bon pour l'humanité, que ça va améliorer l'humanité. For a person who tries to live a very interesting life, maybe travels very widely, goes on many adventures, tries to live a very colorful life, it's because he cares. Quelqu'un qui a une vie extrêmement intéressante, une vie aventureuse, une vie tout en haute en couleur, c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il est attentionné. For a person who is about to commit suicide, finding life unbearable and anticipating non-existence as being better than existence, the motivation for that is because the person cares. Quelqu'un qui commet un suicide le fait avec l'idée que la vie est bien plus insupportable parce que la vie lui est insupportable, et il pense que la non-existence est bien meilleure que l'existence, et donc il le fait aussi parce qu'il est attentionné. And for people who devote themselves to helping the poor, healing the ill, healing the environment, helping the elderly, the dying, they do all of that because they care.
Et les gens qui dévouent leur vie aux autres, aux pauvres, aux malades, à l'environnement, aux personnes âgées, aux mourants, tous ces gens le font par attention. And for those of us, for example, who devote ourselves to practicing and achieving shamatha, and proceeding along the path to vipassana, to realizing Buddha nature, to realizing perfect awakening. Why do we do that? Because we care. Et pour ceux d'entre nous qui se consacrent à la pratique spirituelle et à la pratique de samatha puis de vipassana, pourquoi faisons-nous ça? C'est là aussi par attention. So the Buddha's awareness of our own existence here is from our own perspective, first-person perspective. And that awareness of us is saturated with caring. Buddha's caring for us. Et donc, du point de vue du Bouddha, de l'esprit du Bouddha, son attention, sa conscience qu'il a de nous est également empreinte de cette attention. And when that caring manifests as the aspiration, may you find happiness and the causes of happiness, we call that loving kindness. Et quand cette attention se manifeste, elle est source de bien-être, de bonheur, et c'est ce qu'on appelle l'amour bienveillant. And when that caring manifests in the aspiration, may you be free of suffering and the causes of suffering, we call that compassion. Et quand cette attention se manifeste à l'égard de la souffrance et des causes de la souffrance, on l'appelle la compassion. So this is our most intimate company. The Buddha. Buddha's awareness. It is our own Rigpa. It's not somebody else's Rigpa. It's not somebody peeking in. It's not a spy. It's not a possession of somebody coming in and then looking in from our own eyes. Already there. Already there. This is your closest companion. Buddha within. Et donc c'est cette attention, cet amour, cette compassion, finalement, c'est ce que nous avons de plus intime en nous, c'est notre nature de Bouddha fondamentale, c'est notre plus proche ami, ce Bouddha intérieur. C'est quelque chose que nous avons déjà à l'intérieur de nous. So in the Dzogchen view, if we ask what is the second noble truth, what is the origin, the fundamental cause of suffering, the answer is very simple. Et selon la vue Dzogchen, quelle est donc, sur la deuxième noble vérité, quelle est la cause de la souffrance, l'origine de la souffrance, également présentée de manière très simple. Has two parts. Il y a deux aspects. The first part is that we grasp onto that which is not I or mine, not really I or mine, as being I or mine. So my body, it's not my body, it's just a body. My thoughts, my emotions, my mind, they're not mine, they're just thoughts, emotions, consciousness. And so grasping onto body and mind, desires, hopes as mine, and therefore everything else is not mine. Grasping onto that which is not I or mine, as I or mine, including my possessions, my family, my country, my ethnic group, and so forth. That's a source of suffering. Donc la première partie, c'est donc le fait de saisir tout ce qui n'est pas soi comme étant, ou à moi comme étant soi. Par exemple, on saisit le corps comme étant mon corps, alors que c'est pas mon corps, c'est juste un corps. C'est quand la même chose pour les pensées, les émotions, ce ne sont pas mes pensées, mes émotions, mais une pensée, une émotion. Et tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on n'identifie pas comme étant soi ou à soi, on le considère comme l'autre ou aux autres. Et donc et on fonctionne de cette manière, avec son corps, avec ses pensées, son esprit, mais également ses possessions, sa famille, sa patrie, etc. So that's half the answer. Donc c'est la première moitié de la réponse.
And the other half of the answer is we fail to recognize who we actually are. Et la deuxième partie de la réponse, c'est que nous échouons à reconnaître ce que nous sommes véritablement. So in the Dzogchen view, there's said to be one fundamental difference between sentient beings, wandering, cycling around in samsara, and Buddhas. Just one fundamental difference. Donc selon la vue du Dzogchen, il y a une différence fondamentale entre les êtres sensibles et les Bouddhas. Buddhas know who they are. Les Bouddhas savent ce qu'ils sont. Sentient beings don't. Et les êtres sensibles ne le savent pas. So if you wake up from this dream in which you think you know who you are, and you wake up, then of course you'll be awake. And one who is awake is a Buddha. So that's who you really are. You're a sleeping Buddha, a dreaming Buddha. Caught up in this dream we call reality. Donc, le Bouddha sait qui il est, nous ne le savons pas, et nous sommes comme dans un rêve, à ne pas savoir ce que l'on est, et ce qu'il nous faut, c'est nous réveiller. Nous sommes, et donc finalement, nous sommes comme, et si nous nous réveillons, nous atteignons l'éveil. Donc nous sommes comme un Bouddha endormi, un Bouddha dormant qui est comme en rêve et qui ne sait pas qu'il rêve et qui prend la réalité comme vraie. So returning to the practice, when we're resting in the stillness of awareness while attending to the movements of the mind, while resting in the stillness of awareness, while attending to the movements of the mind. Et donc dans cette pratique où nous restons dans l'immobilité, la stabilité de notre conscience, tout en étant conscients des mouvements de notre esprit. This is our closest approximation to viewing the activities of the mind from the perspective of our own substrate consciousness. C'est la plus proche approximation que nous avons d'aborder l'activité de notre esprit du point de vue de la conscience substrat. Like having an out-of-mind experience of the mind. You're not observing the mind from within the mind, you're observing the mind from the perspective of that which comes before the mind and will be there after your mind dissolves, after death. This was and this will be substrate consciousness. Donc il ne s'agit pas de regarder l'esprit comme de l'intérieur, ça se fait comme regarder l'esprit dans une perspective extérieure, dans la perspective dans laquelle we're going to go back. It was before conception, Voilà, it will okay. be after death. Dans cette perspective qui existait avant la conception et qui sera après la mort. So let's come back to this practice, settling the mind. Donc revenons à cette pratique d'établir l'esprit. There are two types of events that arise within this space. Is it clear? And that is, some events we really observe, like watching television or a cinema, 3D cinema. And that is, we're observing appearances arising, just like watching a movie. You see the video, you also hear the audio track, and you may also pick up the tactile track, and the olfactory and the gustatory. So a movie with 5 modalities. Appearances arising, including discursive thoughts, chit-chat, conversation. So that's one type of mental event that arises. It arises to us, appearing to us, objectively. Donc,
Au niveau de la conscience, nous expérimentons deux types d'événements. Un certain nombre d'événements qui nous apparaissent comme une réalité, que nous observons vraiment, qui sont des événements sensoriels, des choses que nous voyons, que nous entendons, que nous touchons, etc., comme nous apparaissent autant que quand on regarde la télé ou quand on voit un film. Et puis également des événements qui sont des apparences mentales, des pensées, etc. But people don't go pay good money to go to the cinema just to have appearances coming in. They have those outside of the cinema. Why pay? Mais les gens n'ont pas à payer pour voir ce cinéma, toutes ces apparences qui viennent à nous, puisqu'elles viennent à quoi ça sert de payer. Many of us find our cinema outside of the cinema kind of boring. So we pay good money to enter into another cinema. Not just to see more appearances, because appearances are appearances, but we go there, not for the appearances, but for the subjective impulses. I'm enjoying this great movie. Or, especially young people, I think, oh, I'm enjoying this. I'm terrified. All the guts, oh, I'm freaking out. I love this. Horror movies. Oh, I'm enjoying this. As long as it's inside the movie house and not outside. So when you walk out, Et si pour beaucoup d'entre nous, comme ces apparences qui se manifestent nous ennuient, nous pouvons aller au cinéma voir un film qui pas pour créer des apparences, puisque de toute façon des apparences on en a, mais on veut changer les stimuli qui vont changer les stimuli. Donc en général on aime bien ça, on a vu un super bon film, on a éprouvé du bien-être, et particulièrement les jeunes peuvent être très, très friands du cinéma, ils aiment bien aussi les films d'horreur, j'adore ça, j'ai eu des frayeurs, des choses comme ça. Donc on adore ça tant que ça n'existe, c'est pas dans la vie réelle. And some people go to a movie because they want a good cry. Oh, it's so sad. I was just crying and crying. I loved it. Et il y a des gens qui aiment bien le cinéma, qui adorent les films dramatiques, et ça a été tellement triste, ils ont pleuré et pleuré, ils adorent ça. And some go because they want to laugh. They see a comedy. They really enjoy it. They're laughing and laughing. And it's over. Et d'autres préfèrent les comédies, les films comiques, et parce que ça les fait rire, ils aiment beaucoup ça. So these are all subjective impulses. The hope that we have that the hero will win, the fear that the villain will conquer, the desires, the aversions. We're identifying with all of these when we're watching a movie. And that's why we pay. Et donc tout ça sont des stimuli subjectifs, toutes ces craintes et ces espoirs, ces désirs ou ces aversions, nous y identifions, et c'est pour ça que nous payons pour aller au cinéma. And the profound habitual tendency when the desires and emotions arise is we identify with them completely. We even say, I am terrified, I am sad, I am happy. Total fusion of our identity with the emotion. Or I really want, or I really hate this. Total fusion with the desires, with the emotions. And of course that's what keeps us in samsara. One movie after another. One lifetime after another. Total fusion. The closely held desires and emotions. I'll keep you in samsara forever. Et donc cette profonde tendance que nous avons à nous identifier à ces émotions, à ces désirs, qui nous fait dire je suis terrifié, ou je suis triste, ou je suis heureux, ou je veux ceci, etc. J'ai envie de cela. Tout ça nous maintient dans une fusion totale
entre nous-mêmes et ses désirs, ses émotions. Et cette fusion totale est ce qui nous maintient dans le samsara. So this practice, coming back to settling the mind, is a practice not only of resting in the stillness of awareness and observing thoughts and images, chit-chat, come and go. More challenging than that is resting in the stillness of awareness and watching desires and emotions, hopes and fears come and go without coming and going. That's this practice. Without going with, going with Yeah, them. without the identification. Yeah. Voilà. Donc cette pratique n'est pas simplement de maintenir notre conscience dans un état de tranquillité, de stabilité, de regarder les pensées qui vont et qui viennent, mais de les regarder aller et venir sans aller et venir en fusion avec elles. Now there's a subtle difference, and that is when we're observing the objective appearances, mental images and so on. I would suggest, as a hypothesis, that the occurrence of the objective appearances, the mental chit-chat, the mental images, occurs simultaneously with the awareness of them. Real time. No difference. There are no photons coming from the mental images to strike your mental eye. So there's no lag time. Totally simultaneous. Appearances, awareness, same time. I didn't get it, sorry. Looking at this, that is, the arising of the appearance and the rising of the awareness of appearance, same time, exactly same time. One is not before, then the other one after. Not like that, same time. Donc il existe un aspect subtil dans cette pratique qui fait qu'on essaye d'avoir cette conscience de manière totalement simultanée de la présence claire et en même temps de l'apparence qui se manifeste de manière totalement simultanée. En même temps, quand il y a une pensée qui survient, on doit avoir la conscience présente totalement simultanément. Now, desires, the subjective impulse of desires, they have a referent. We desire something, or we have aversion toward something. And so the desire comes, or the aversion, when we're attending to that which we desire or what we don't desire. And so when the desire is arising, we're attending to that which arouses pleasure or displeasure. Right? And generally speaking, not invariably, generally speaking, emotions have a referent. I'm happy about this. I'm terrified of that. I'm surprised at that. I'm so sad about this. And so the emotion, generally, also arises as in that first moment of the emotion. What we're attending to is the referent of the emotion, what the emotion is about. Just as in the first moment of desire, the attention is focused on the object of the desire, which means it's not focused on itself. Et donc, en général, quand nous avons des désirs, ils se réfèrent à quelque chose de particulier. Nous avons du désir vers quelque chose que nous souhaitons, ou au contraire quelque chose qu'on ne souhaite pas, quelque chose de plaisant ou déplaisant. Donc il y a toujours quelque chose auquel cette émotion se réfère. Et so very first moment is focusing on the referent, the object of the desire, the object of the emotion. Et donc dans cet instant de conscience où nous éprouvons un désir, en fait le premier instant de conscience est en relation avec le référent, ce à quoi se réfère l'émotion. So just as in the practice of awareness, the awareness of which you are aware is the preceding moment of awareness. It's a very short-term recollection. Right? Similarly, and for the same reason, when we become aware of our desires, emotions, intentions, we're aware of the one that just went by. It's retrospective. In the first moment, the desire is focusing on its object. The emotion is focused on what makes you happy, the referent. And likewise, intention. In the first moment of intention, I'm going to do this.
And it's, I will do this, and it's focusing on the referent. But if you're doing this practice, in the very next moment, you're aware of, retrospectively, the desire, the emotion, the intention. Retrospectively. Et donc, c'est exactement comme dans la pratique de la conscience de la conscience. Le moment de conscience que nous avons se réfère à juste l'instant, l'état de conscience juste précédent, hein, de manière rétrospective. Et donc, dans cette pratique également, quand nous sommes nous expérimentons, nous sommes conscients d'un désir ou d'une émotion, nous l'expérimentons. Ce que nous expérimentons réellement, c'est l'instant, tout à juste l'instant précédent. Nous expérimentons cela de manière rétrospective. Et donc, grâce à cette pratique, et donc ce sur quoi nous nous focalisons, c'est le référent. Now, a desire, emotion, intention doesn't generally happen just for an instant. It happens as a continuum. And so, as the continuum of any of these, desire, emotion, intention, if when the continuum arises, our awareness is completely fused with that subjective impulse, which means our very sense of identity is totally fused with that impulse, then there's no choice involved. You're operating on a program. You're a computer. And you're acting out of past habit. It's called vasana in Sanskrit. Habitual propensity. You're a program. Now, nobody else programmed us. It's our own program, our own habits. But if we're not even aware of the desire, just what we want, we're not aware of the emotion, just what we're emoting about, we're not aware of the intention, but just that I want to do, there's no free will, because we're not making any choices. It just comes up, swallows us, and drives away, as in a non-lucid dream. So then we're really not free. So we're aware of the referent, but not of the desire. That's right. No, just the object. We don't even know that we're desiring. We just, I want that. Donc, quand nous sommes pris dans ces désirs, ces émotions, ces intentions, notre conscience fusionne avec cette impulsion complète et est focalisée sur le référent. Et tout ça se fait de manière totalement involontaire, totalement programmée. Nous ne sommes même pas conscients, comme nous sommes focalisés sur le référent, nous ne sommes pas conscients de cet élan, cette impulsion du désir elle-même. Et puisque notre conscience est totalement fusionnée avec le désir, avec l'émotion et donc étant totalement inconscient de ça, on en est complètement esclave, on n'a aucune liberté, ça se fait complètement à notre insu sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et donc nous sommes totalement pris dans le désir. Quand nous souhaitons quelque chose, nous disons je veux ça, mais nous ne sommes pas conscients de ce désir. C'est comme dans un rêve non lucide. So, if you would like to have free will, in the sense of the ability to make wise choices about which desires to follow, which emotions to express, and which intentions to carry out, if you'd like to have free will, the ability to make wise choices with respect to these impulses that come up, you have to earn it. You have to earn it. And that is, you need to cultivate that stillness of awareness so that when the desire comes up, you recognize that's a desire. That's an emotion. That's an intention. Rather than just being caught up and carried away by it. Et donc si véritablement nous voulons disposer d'un libre arbitre, d'être capable de faire des choix avec sagesse, il nous faut être capable de
choisir quelles sont nos intentions, nos émotions, nos vrais souhaits. Et donc il nous faut cultiver cette conscience qui est capable d'appréhender cet espace de l'émotion. Et plutôt que d'être que chaque fois que ces désirs se manifestent, d'être complètement embarqué dedans de manière fusionnelle et inconsciente. Now, if you become very adept in this practice and you really realize the first type of mindfulness, single-pointed mindfulness, and you go deeper into that flow where this becomes quite effortless in manifest mindfulness, there's no guarantee that you'll make wise choices with respect to your desires, emotions, and intentions. No guarantee. Et si vous devenez adepte de cette pratique, d'être capable de vous maintenir dans cette premier type de pleine conscience, et que vous entraînez à cela, il n'est pas garanti que vous soyez pour autant capable de faire des choix avisés. But at least you have the possibility. Mais au moins on en a la possibilité. If you're not aware, if you're not maintaining that stillness of awareness of desires, emotions, intentions, if you're not even aware of them, there's no possibility of making a wise choice because you're not making any choice at all. You're just running your program. You're not even running your program. You're being run by your program. Et en tout cas, on en a la possibilité parce que au moins on en a conscience. S'il n'y a pas cette conscience, il n'y a aucune possibilité de faire un choix parce qu'il n'y a pas de choix. On se laisse totalement embarquer par c'est un petit peu comme si on est dans nos automatismes, notre programmation. So if we look at the fundamental framework of Buddhist practice, it begins with ethics. And that is, at least don't do any harm, or do as little harm as possible. And do some good. That's ethics. Si on revoit de manière plus générale le cadre de l'enseignement du bouddhisme, le premier point c'est l'éthique, qui a deux aspects. Le premier c'est de ne pas nuire, faire le moins de mal possible, et le deuxième aspect de faire du bien. Non-violence. Non-violence with body, speech and mind, and benevolence. That's all there is to Buddhist ethics. Benevolence. Et ne pas aucune violence du corps, de la parole et de l'esprit, et au contraire que de la bienveillance, des bonnes actions. On that basis we develop samadhi. Et sur cette base, on développe le samadhi. And the quintessential practice of samadhi is this stillness with which we're aware of desires, emotions, intentions, and so on. Et la part essentielle de ce samadhi, c'est de développer cette tranquillité de l'esprit, cette conscience de nos émotions, de nos désirs, etc. And on the basis of samadhi, then we cultivate wisdom by the cultivation of vipassana, for example. Et sur la base de ce samadhi, nous cultivons la sagesse, par exemple en pratiquant vipassana. So with samadhi, with the realization of samadhi, we have the potential to make wise choices. With the cultivation of wisdom, we make wise choices. But if you don't have samadhi, your wisdom will not be available because you'll be still run by the program. Donc avec le samadhi, on développe le potentiel de faire des choix grâce à la sagesse. Et donc en développant la sagesse, nous pouvons faire des choix avisés. Et si on ne cultive que le samadhi, en fait, on ne peut pas faire ces choix puisqu'il n'y a pas sans sagesse, on reste dans le même programme. C'est clair? C'est clair. Good. Very useful after the retreat. Very useful.
Tout ça vous sera très utile pour la tenir après la retraite. Before we act, with body, speech, or mind, we have many impulses. Throughout all day, we have so many impulses coming in. Before we act, if we have that stillness of awareness, that we're aware of the desire before we pursue it. We're aware of the emotion before we express it. Aware of the intention before we enact it. It's really the key to freedom. It's key to freedom. Key to happiness. Donc avant toute action du corps, de la parole et de l'esprit, il existe des impulsions qui sont de la conscience, et de l'esprit, c'est si nous en sommes conscients, si nous sommes conscients de des désirs, des émotions, des intuitions qui sont à l'origine de nos actes, alors à ce moment-là, nous pouvons développer la liberté et le bonheur. Voilà. So we return to the text. Nous allons revenir au texte. And the last section addressed what is to be abandoned. If you really want to be free of suffering, what's to be abandoned? And the answer is stop reifying. Donc dans la troisième partie, on nous dit, on nous parle de ce qui doit être abandonné et du remède qui est le fait de ne pas réifier. The term reification may seem a bit abstract, something of interest to philosophers but irrelevant to everybody else. It's not. Le terme de réifier a l'air d'être un terme assez abstrait qui appartiendrait au langage des philosophes et qui finalement ne nous concerne pas, et ce n'est pas le cas. Reification, when we're actually experiencing it, always entails decontextualization. Decontextualization. And that is, if I'm upset with somebody, I think, you are such an idiot. You, why are you doing that, you idiot? Right? Now this person has no history, no context, no environment. It's you. And the finger comes out, carved out of the rest of reality. You are such an idiot. There's no context at all. Were you an idiot yesterday? How did it happen? Will you be an idiot tomorrow? Were there causes and causes to your becoming an idiot? Or are you intrinsically an idiot? Never mind. You are just such an... You really piss me off. You. You see, I'm not pointing at anybody. I'm very careful here. Donc, ces exemples de comprendre la réification, c'est un processus qu'on pourrait appeler un processus de décontextualisation. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, si vous êtes vraiment fâché avec quelqu'un, vous êtes vraiment furieux, et vous dites, mais vraiment, t'es vraiment un idiot. Et à ce moment-là, quand on pense que c'est vraiment un idiot, on zappe complètement sur tout le contexte du moment ou du passé. C'est-à-dire que ça reste que là. On n'a plus aucune conscience de l'environnement autour, de toutes les conditions précédant ce moment. Vraiment, t'es juste un idiot. Et est-ce que on se demande, mais est-ce que pouvait être un idiot hier, ou est-ce que tu seras un idiot demain, ou comment c'est arrivé de devenir un idiot, toutes ces causes et ces conditions qui fait qu'on en est là, tout ça a complètement disparu de notre champ d'expérience. C'est juste l'autre est uniquement un idiot à ce moment-là. On efface tout le contexte. It's not only decontextualizing out there, isolating from the rest of the environment. It's also decontextualizing with respect to oneself. And that is, you, from your own side, I mean really, you're an idiot. And it has nothing to do with me, I'm just witnessing.
anybody who looks at you will see you're an idiot. Because you're inherently an idiot. And I'm simply witnessing what's already true. And I'm not an idiot. You are. That's what reification does. Et on n'est pas simplement en train de décontextualiser l'autre dans son propre contexte, dans le monde extérieur et l'histoire, etc. On est en même temps, on décontextualise cette expérience de soi-même aussi, de sa propre personnalité, qui finalement se voit soi simplement comme étant juste un témoin de l'autre qui est un idiot face à une vérité que l'autre est un idiot. On est complètement, on n'a rien à voir avec tout ça, c'est l'autre qui est un idiot. And the same thing happens with attachment or craving as it does with anger. And that is, you make me so happy. You are simply wonderful. I mean, every aspect of you it's just so wonderful. Oh, pillar. Oh, pillar. I can't live without you. You symbolize all that's good in life. In fact, you are my better half. Never leave. Never leave. You fill my thoughts. Il se passe exactement la même chose avec le désir-attachement qu'avec la colère-aversion. On se comporte de la même manière avec tout ce qui nous rend heureux, comme ce pilier par exemple, qui est vraiment ce que j'aime le plus au monde, qui est vraiment ma meilleure moitié. Je t'aime, ce pilier. Whenever any mental affliction arises, it always has, by definition, whenever any mental affliction arises, it always has at its core, its foundation, reification. Always. Et donc, quand toute affliction s'élève, elle a toujours comme fondation cette réification. So now we go to the next portion of the text, presenting the direct remedy as the foremost path. What is the foremost path, the finest method for overcoming reification? Et donc on en vient au texte, donc c'est tout à fait en bas de la page 7, présenter le remède direct comme chemin principal. Qu'est-ce que ce remède principal? Eh bien, c'est le fait de se débarrasser de la réification. And the root text reads, the general synthesis, that is the sole vital point of the path, is ascertaining all experiences of pleasure, pain, and indifference as false impressions or misleading impressions of unreal, which is to say non-inherently existent, meditative experiences, by releasing them. That is, releasing all grasping to them. By releasing them without blocking them or embracing them, you bring to an end deviations and losses, and this is the one eye of wisdom. Donc là, le texte Racine nous dit la synthèse générale, qui est le point crucial unique du chemin, est d'établir toutes les expériences de plaisir, de douleur et d'indifférence en tant qu'impression fausse d'expériences méditatives irréelles. Autrement dit, c'est qui n'existent pas de manière inhérente de leur propre fait, qu'elles sont vides, et en les lâchant, c'est-à-dire en lâchant la saisie, sans les bloquer ni les accueillir. Et alors vous mettez fin aux déviances et pertes, c'est l'œil unique de la sagesse. So those are the words of Padmasambhava, the Lakeborn Vajra, and now we have the commentary by Jujamlinga. Donc ce sont les mots de Padmasambhava et nous en venons donc au commentaire de Jujamlinga. So the general synthesis, that is the remedy for all that is to be abandoned, and the sole vital point of all paths, is ascertaining that even though all good and bad experiences of pleasure, pain, and indifference appear, although they appear, they are unreal, which means they do not exist by their own inherent nature, from their own side. They are unreal, delusive. Delusive means they give rise to delusion. An appearance is not deluded. People are deluded. Appearances aren't deluded. But appearances can be delusive in the sense that they invite delusion. They trigger delusion. Like a magician who gives an optical illusion. And they, oh, that's really there. It's delusive.
That's what appearances are. They're delusive appearances, nothing more than false impressions of unreal meditative experiences. La synthèse générale qui est le remède pour tout ce qui doit être abandonné est le point crucial de tous les chemins. Et donc d'établir comme certain que même si toutes les bonnes et mauvaises expériences de plaisir, de douleur et d'indifférence apparaissent, elles sont des apparences irréelles. C'est-à-dire, autrement dit, elles n'existent pas de manière inhérente de leur propre côté. Elles sont illusoires. Illusoire, ça ne veut pas dire que leur nature est illusoire, c'est que c'est nous qui avons l'illusion. Elles invitent l'illusion à se manifester. C'est comme un magicien qui fait un tour. C'est nous qui avons l'illusion que ce tour est réel. C'est pas le tour lui-même qui est une illusion. Donc ces expériences ne sont rien d'autre que des impressions fausses d'expériences méditatives irréelles. So the foremost remedy or path for overcoming the root of suffering, reification, is quite clearly realization of emptiness, the emptiness of inherent nature of all phenomena. Donc le point crucial de cette pratique, du remède est très clair. Il s'agit de réaliser la vacuité des phénomènes. But the realization of emptiness is nothing other than the realization of dependent origination. And the realization of dependent origination is nothing other than the realization of emptiness. The two are two sides of the same coin. Et donc réaliser la vacuité, c'est totalement équivalent au fait de réaliser l'origine interdépendante. Comme le fait de réaliser l'origine interdépendante et n'est rien d'autre que de réaliser la vacuité. Ce sont juste deux aspects de la même chose. So in terms of dependent origination, all conditioned phenomena are arising within this field, or this matrix of cause and conditions, all of them constantly changing from moment to moment to moment, primary causes, cooperative conditions. It's just a field, a seamless field of causes and conditions in which events arise like waves on the ocean and they dissolve right back in, and waves and right back in. So everything is contextual. Everything that arises is arising within this field of interdependent origins. À propos de cette origine d'interdépendance, dans tous les phénomènes, sans exception, s'élèvent de causes et de conditions, et donc changent d'instant après instant, se modifient d'instant après instant. Et donc, en raison de causes et conditions, c'est un petit peu comme si on était dans un grand champ de causes et conditions qui produit des vagues qui se produisent, qui s'élèvent et qui s'évanouissent. Now the conceptual mind, the mind that works with thought, with language, is a cookie cutter. A cookie cutter. And that is, a baker will lay out the dough, like for bread, right? Or for biscuits. Yeah? And then the cookie cutter comes in, and it's just one smooth dough, right? Then the cookie cutter comes in, and it goes and isolates one piece from all the rest. Now it's totally separate. That's a cookie, right? And so this is what? In this dough of phenomena, then conceptual mind comes in and goes, isolates. Apple, orangutan, Jello. And now it's separate from everything that is not apple, orangutan, and Jello. And don't ask me why I chose those. Jello. You don't know Jello? We don't have this type of... No, it's very American. Des problèmes de traduction. Là. Donc,
Et comment fonctionne l'esprit conceptuel dans tout ça, dans ce vaste champ de causes et de conditions, finalement. Et c'est un peu comme ces moules qui servent à fabriquer des cookies. Hein. Il y a un morceau de pâte et puis on met en forme de rond. Donc on prend ces don't make cookies. A little bit to explain. But you have muffins. Little biscuits. You have muffins. Donc voilà, biscuits, ça, ces petits moules à biscuits ces emporte-pièces. Voilà. Merci. Donc ces emporte-pièces qui permettent de faire des biscuits, toc, on coupe, on met l'emporte-pièce sur une part du gâteau pour faire un biscuit, et on isole cette partie complètement du reste, totalement le reste du champ. Donc l'esprit conceptuel isole comme ça les choses de manière complètement du reste du contexte. Et on fait ça pour une pomme, pour un orang-outan ou pour un dessert à la gélatine. Et ne lui demandez pas pourquoi il a choisi ces exemples. So the conceptual mind, subjectively, isolates the object of thought or language from everything else. Isolates, separates. Yes, what? From everything else. Just like when you put the cookie cutter, now that's separate from everything else. The kitchen, the rest of the universe. It's all itself. Separate object. Donc l'esprit conceptuel isole, sépare l'objet de tout le reste du contexte, de tout le reste de l'univers, de tout le contexte. Then reification says, I didn't do it. It was already that way. It takes that which is isolated conceptually and then grasps onto it as being separately, inherently existent all by itself, independently of conception. So it takes no responsibility. Conceptualization actually isolates. Reification said, I didn't do it. It was already that way. I simply witnessed that isolation, that decontextualization. That's the delusion. Saying this is an apple, that's not a delusion. It's an apple. Saying the apple as I perceive it, as I conceive it, is absolutely there, separate from everything that is not apple, by its own inherent nature. That's reification. Et donc, comment agit la réification? La réification prend ce concept comme étant la réalité. Tout ce qui a été isolé par l'esprit conceptuel, tout ça, et par la réification, nous fait le prendre comme la réalité qui n'a rien à voir avec nous, comme si c'est pas nous qui avions décontextualisé cet objet. On le considère comme ça, c'est ça la réalité, et on n'a rien à voir là-dedans. Donc, et on considère que ce qu'on a appréhendé avec la conceptualisation est quelque chose qui est indépendamment de notre regard, de notre manière de voir, qu'on n'a rien à voir, et que c'est comme ça, de manière inhérente, indépendamment de notre propre conscience. A central theme of the middle way view of emptiness is that no phenomenon exists by its own inherent nature, independently of the conceptual designation of it. Say it again. No phenomenon exists by its own inherent nature, independently of the conceptual designation of it. In other words, all phenomena, all entities exist independent upon the conceptual designation of them. They didn't already exist as they are prior to and independent of conceptual designation. So last part. That's the core, and it's not easy, but it is simple. First part. It's not easy, but it is simple. Je vais traduire la première partie, puis on va peut-être reformuler la. Donc, aucun phénomène n'existe de son propre fait, indépendamment de sa désignation conceptuelle. C'est la première. Okay. Aucun phénomène n'existe de son propre fait, indépendamment de la désignation conceptuelle. And then? So no phenomenon exists by its own nature prior to and independent of conceptual designation. It arises independent upon conceptual designation.
Et aucun phénomène n'existe de manière indépendante, préalable à cette désignation conceptuelle. Il s'élève de cette désignation conceptuelle. That's not how things appear. C'est ainsi que les choses apparaissent. When I look at the pillar, Ce n'est pas ainsi que les choses nous apparaissent. Oui, c'est pas ainsi que les choses nous apparaissent. when I look at the pillar, it appears to be absolutely there. I have nothing to do with it. Look, it's there, from its own side. That's how it appears. Et quand on regarde le pilier, ce dont on fait l'expérience, c'est que le pilier est là, il est là de par lui-même. C'est comme ça que cela apparaît. That's exactly how pillars appear in a dream. C'est exactement de cette manière-là qu'un pilier apparaît dans un rêve. And in a dream, you may wonder, is it really there? And you walk over and you touch it. Yes, it's really there. That's how things appear, including touch. Oh yes, it's there. It's firm. It's really there. In the dream, waking state, it's the same. Phenomena appear to be from their own side. And in dream and in waking state, equally, phenomena do not exist in that way. That's delusive. It's a delusive appearance. It misleads us. Like an illusionist, misleading us with his magical illusions. Even in the dream we touch. Same. Ok, donc quand nous sommes en train de rêver que nous voyons un pilier, même en rêvant, nous sommes capables de nous dire mais est-ce que c'est un vrai pilier? Puis en rêve, aller toucher le pilier, puis se dire oui, c'est un vrai pilier. Ce pilier du rêve est un vrai pilier parce qu'on l'a touché en rêve. Et c'est exactement de la même manière dans la vie, dans l'état réveillé. On est capable ça se passe exactement pareil. On va toucher ce pilier pour dire qu'il existe vraiment. Et c'est ça, ce phénomène de l'apparence illusoire qui nous égare complètement. I've been teaching Dream Yoga for 20 years. So many people I've taught. Donc Alan enseigne le yoga du rêve depuis une vingtaine d'années et il y a beaucoup d'adeptes. And so my students, when they become lucid, then I say, okay, next time you become lucid, here's an exam. Here's a test you must do. Exercise. So you're in a dream, you know you're dreaming, and there's a wall. You see a wall. Yeah? And the wall appears to be from its own side, of course. But you know it's not. It's a dream. There's no wall there. Right? And so now, since you know there's no wall there, walk through it. Et donc c'est un exercice qu'Alan demande à ses étudiants, c'est dans un rêve lucide, on rêve qu'il y a un mur, et de leur faire dire ok, vérifiez que vous pensez qu'il y a un mur, mais que finalement ce n'est pas un mur, et donc passez à travers. Now, the most common experience when people first try this, they're looking at a wall that looks just like that. And they say, okay. And they walk and they get halfway through and then they get stuck. L'une des résultats les plus fréquents de cette expérience, c'est que donc les gens voient ce mur en rêve et ils disent ok, j'y vais, et donc ils commencent à aller vers le mur, ils rentrent dedans et ça rentre bien jusqu'à un moment, et puis après ils restent coincés dans le mur. It's such a tragedy. Many of them are still there. C'est vraiment tragique parce que beaucoup sont restés coincés. Just joking. Non, ils plaisantent. So what got them stuck? Are there any molecules? There are no molecules in the wall, right? So there's nothing there in the wall that gets them stuck. So I will answer the question, why are they stuck? Reification kicks in. It's a wall.
It's reification that has them stuck. Ah, interesting. Et donc la question est pourquoi donc reste-t-il coincé dans ce mur? Parce que dans le rêve, on réfléchit bien, il n'y a absolument aucune molécule, il n'y a aucune matière, ce mur n'est pas fait de matière, d'aucune molécule. Et donc s'il reste coincé, c'est simplement par la force de la réification. So I have many clever students. They figure out ways. Et donc il a beaucoup d'étudiants, ways to get through. Donc il a quand même beaucoup d'étudiants qui sont intelligents et qui trouvent le moyen de traverser le mur. They walk right up to the wall and close their eyes and walk right through. Et donc ils marchent jusqu'au mur, ils ferment les yeux et ils traversent le mur les yeux fermés. Or the very clever ones, they walk through the wall backwards. Il y en a d'autres qui sont parmi les plus intelligents qui eux, passent dans le mur en marchant reculant. And the ones who really become more experienced in dream yoga are actually able to keep their eyes wide open and slowly walk right through. And why? The reification doesn't come. Mais ceux qui sont les plus habiles dans le yoga du rêve sont capables de garder les yeux bien ouverts et de traverser le mur tout à fait tranquillement. Parce qu'ils se sont débarrassés du processus de réification. We return to the text. On va revenir au texte. Bearing in mind that through the course of this practice you are bound to experience outer, inner, and secret upheavals that will be jnana, meditative experiences. Bearing that in mind. That's not in the text. Just bear this in mind. Mm-hmm. When you're doing this practice, it will dredge the psyche, and you will have outer, inner, and secret upheavals coming up. Pleasant, unpleasant, and weird. Okay. Donc, quand on est dans cette pratique, on va donc expérimenter des expériences méditatives, des nyams, et qui vont être des nyams extérieurs, intérieurs ou secrets subtils. So he continues by releasing them. That is, all these meditative experiences, by releasing them as being of one taste, no preference, of one taste, without preference, without blocking the bad or embracing the good. By so doing, adverse circumstances will arise as the path, which is to say they will help you in your practice, and obstructive conditions will arise as aids. In other words, you will not conceptually designate whatever comes up as an adversity, and therefore for you it will not be an adversity, because you did not conceptually designate it as such. Donc, en les lâchant comme étant d'une seule saveur, c'est-à-dire ni sans préférence, sans bloquer le mauvais ni accueillir le bon, les circonstances adverses vont apparaître comme le chemin et les obstacles vont apparaître comme des aides. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourrait habituellement désigner comme adversité ne nous apparaît plus comme adversité puisqu'on ne le conceptualise plus comme ça. So we continue in so doing, you'll bring to an end the adversities of deviations, that is going astray, and losses, failures and so forth, and mistakes. You'll put an end to all of those. Faisant ainsi, vous mettez fin à l'adversité, des déviances et pertes, et des erreurs. On bloque aussi la conceptualisation. So you bring an end to adversities, and you replace that with felicity. The felicity of the wisdom of unmistakingly seeing the profound meaning of the nature of existence is indispensable for entering this path. That's the true felicity of actually knowing the nature of reality with wisdom. So this is like the one eye of wisdom, of knowing reality as all phenomena are empty of inherent nature, and they do arise as appearances arising within this matrix of interdependent origination. That's the eye of wisdom. Donc,
faisant ainsi, toutes ces adversités sont remplacées par la félicité de la sagesse qui voit sans erreur, cette félicité de la sagesse est la véritable félicité, qui voit sans erreur le sens profond de la nature de l'existence. Elle est indispensable pour entrer sur le chemin. Ainsi, c'est comme l'œil unique. Donc l'œil unique de la sagesse qui voit tous les phénomènes comme étant issus de l'origine interdépendante. So a more elaborate explanation will be presented later on how everything that appears consists of delusive appearances that are not established as real, which is to say, they're delusive appearances which are not inherently existent. Une explication plus élaborée sera présentée plus loin sur la manière dont les choses qui apparaissent consistent en apparence illusoires, qui ne sont pas établies comme réelles. C'est-à-dire, là encore, une manière de dire qu'elles n'existent que par la coproduction conditionnée. This is the true path, or the authentic path, praised by the jinas, the victorious ones, the Buddhas, for realizing the meaning of inactivity and non-exertion, which are quintessential to Dzogchen. But for this to occur, you must familiarize yourself with the union of shamatha, entailing a meditative object, and vipassana, entailing investigation and analysis. On continue. Donc c'est le vrai chemin loué par les jinas, les vainqueurs, pour réaliser le sens de l'inactivité et le non-effort. C'est particulièrement important dans le cheminement Dzogchen. Mais pour que cela se produise, vous devez vous familiariser avec l'union de samatha impliquant un objet de méditation et vipassana impliquant l'investigation et l'analyse. Novices should practice shamatha from the phase of single-pointedness, that's single-pointed mindfulness, until the experience of conscious awareness, substrate consciousness, as well as vipassana, which is implicitly taught here, without letting them become disunited from each other. In other words, as I answered previously, it's not too soon to practice vipassana, but rather practice the union of shamatha and vipassana. So here they are taught sequentially. First shamatha, then vipassana. That's classic. Les novices devraient pratiquer samatha depuis le stade de l'attention en un point jusqu'à l'expérience de l'attention consciente, c'est-à-dire la conscience substrat, autant que vipassana, qui est implicitement abordé ici, sans que ces deux soient disjoints l'un de l'autre. Donc, c'est ce que Alain nous a déjà expliqué. Il s'agit de pratiquer l'union de samatha et vipassana. Mais ainsi sont-ils enseignés ici successivement. So he's completed giving the pith instructions, the core teachings on this practice. Finished. Donc, ainsi, il nous a présenté le point le plus important, le pinacle de l'enseignement. Bon, il est arrivé à la fin. And now, how never to be separated from the experience of the pith instructions, which have just been imparted. Et donc, le point suivant explique comment ne jamais être séparé, jamais se séparer de cette instruction essentielle. Padmasambhava says, those who have become distant from sublime spiritual mentors should cherish the 5 topics as the sublimity of the path. If you strive too hard in practicing single-pointedness, the first type of mindfulness, the power of your mind will decline. You'll wear yourself out. And with stagnant mindfulness, if you just fall into lethargy, although your body is human, your mind becomes that of an animal. So some people may stray into delirium. So devote yourself to a spiritual mentor without ever being separated from him or her. In Tibetan, the pronoun is gender neutral. Him or her. Ceux qui se sont, donc les paroles de Padmasambhava, ceux qui se sont éloignés des sublimes guides spirituels devraient chérir ces 5 sujets comme la sublimité du chemin. Si vous faites trop d'efforts en pratiquant l'attention à un seul point, le pouvoir de votre esprit va décliner. Et avec une pleine conscience stagnante, vous tombez dans la léthargie. Donc même si votre corps est humain, votre esprit devient celui d'un animal. Certaines personnes peuvent se perdre dans le délire. Donc remettez-vous-en
au guide spirituel sans jamais vous séparer de lui ou d'elle. En tibétain, il y a le pronom est neutre, il n'y a pas de différenciation masculin-féminin. And then the commentary. Those who have become distant from sublime spiritual mentors who reveal the path may not know how to distinguish between what is and is not the path, or how to cut through uncertainties and false assumptions. Donc maintenant le commentaire. Ceux qui se sont éloignés des sublimes guides spirituels qui révèlent le chemin peuvent ne pas savoir comment distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas le chemin, ou comment éliminer les incertitudes ou les fausses présomptions. So the previously presented 5 topics on first, stillness and movement, remember that, and then the 4 kinds of mindfulness, those 5. Those are the sublimity of the path. Donc les 5 sujets sur la stabilité et le mouvement dont nous avons présenté précédemment, vous en rappelez, et les 4 types de pleine conscience, donc ça fait 5 points constituent la sublimité du chemin. You should know that they are indispensable when first venturing into practice, and you must cherish this knowledge by gaining the firm certainty of sound understanding. Vous devriez savoir qu'ils sont indispensables quand on s'aventure la première fois dans la pratique, et vous devez chérir cette connaissance en gagnant la ferme certitude de la compréhension juste. So these 5 really become your guru. Donc ce sont ces 5 points qui deviennent notre gourou, Which is to say, they open up your own intuitive wisdom. puisqu'ils nous ouvrent vers notre wisdom, vers la sagesse. Mm-hmm. So some regard the practice that is merely preliminary as being the ultimate nature of existence, and strive only in the practice of single-pointedness. So some people take that practice of just stillness and watching movement and say, this is it. This is Vipassana. This is Dzogchen. This is Mahamudra. This is the essence of all meditation. He says, no, it's just the first step. So don't make the big mistake, which is very common now. Very, very common. Just, that's it. Dzogchen. Certains considèrent la pratique qui est simplement préliminaire comme étant la nature ultime de l'existence et s'efforcent uniquement à la pratique de l'attention en un seul point. Donc il y a des enseignements de base qu'on donne pour pouvoir aborder ces pratiques. Beaucoup de gens prennent ces enseignements comme étant, ça y est, c'est Samatha, c'est Vipassana, c'est Dzogchen. Ils se fourvoient complètement en prenant les enseignements préliminaires pour ce qu'il y a de plus essentiel et de plus haut. C'est très commun comme erreur. Or without knowing how to apply the appropriate degree of effort, how much effort, in accordance with the state of their own mind streams. Not knowing that, like blocking a water canal, they regard the mere single-pointed awareness of stopping thoughts as the highest view in meditation. In other words, just stop thinking. Oh, that's the highest. Voire ignorant comment appliquer le degré approprié d'effort en accord avec le stade de leur propre courant de conscience, comme pour obstruer une canalisation d'eau, ils considèrent la pratique de la simple attention en un seul point, appliquée à stopper les pensées, comme étant la vue et la méditation les plus élevées. Donc ils pensent qu'il suffit de rester comme ça tranquille sans penser, et voilà, c'est ça la pratique. So I heard one very famous meditation teacher say, thoughts are the enemy. As if you just stop thinking, then, oh good, now you're free. Et il y a même il y a même un enseignant très, très célèbre de méditation qui a dit les pensées sont nos ennemis, donc pas de pensée, c'est tout. Tu dois traduire l'expression. You translate. J'ai demandé en taquinant et on nous donne des noms. Non, pas de nom. How do you say? Sacre bleu? Sacre bleu. Sacre bleu. So if they strive too
much too hard in the practice of just stopping thoughts. They say that's the practice. Stop thinking. If they try much too hard in the practice, the functionings of the channels and the elements, the whole body, for those who are dominant in the water and earth element, no time for commentary right now, causes the analytical power of their minds to decline. In other words, they become stupid. Ensuite, s'ils font trop d'efforts dans la pratique de bloquer ces pensées, le fonctionnement des canaux et des éléments, pour les gens chez qui domine l'élémentaire, haut ou l'élémentaire, et on n'a absolument pas le temps d'expliciter tout ça, provoque le déclin du pouvoir analytique de leur esprit. Their mindfulness then becomes stagnant, and though their body is human, their mind becomes that of an animal by becoming stupid and turgid. Leur pleine conscience devient stagnante, et même si leur corps est humain, leur esprit devient celui d'un animal en devenant stupide et rigide. Pardonnez-nous. Sorry. Asleep. Not stupid, asleep. Et donc, il s'excuse auprès de Lulu. My dog is not stupid. Your dog is Mon enfant n'est pas stupide. Il dit mon chien, moi, n'est pas stupide, c'est une faute qui est stupide. So Manjughosha Sakabendita, he wrote, with this in mind, he wrote, striving only in meditation without study leads to taking rebirth as an animal. Donc c'est dans cet esprit, Manjughosha Sakya-Panchen a écrit « S'efforcer uniquement à la méditation sans étudier conduit à renaître en animal ». Some people with a fire constitution or with an air constitution stray off the path as their minds become muddled due to delirium, fainting, and so forth. They're pushing too hard. Just pushing too hard. They're not falling into stupor. They're driving, go crazy. Certaines personnes ayant une constitution feu ou une constitution air se perdent hors du chemin car leur esprit s'embourbe dans le délire ou l'évanouissement, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui vraiment, avec cette constitution, ils vont avec trop de force, et tout ça les embarque dans ces états. So cut through your false assumptions by devoting yourself to a sublime spiritual mentor who knows how to teach the essential points of this path correctly, without ever being separated from him or her. Donc éliminez vos présomptions erronées en vous dévouant à un sublime guide spirituel qui sait comment enseigner correctement les points essentiels de ce chemin, sans jamais vous séparer de lui. Even if you lack such good fortune of meeting a qualified spiritual mentor, it is indispensable that you, without falling into indolence, properly seek out and familiarize yourself with the pith instructions of the Vidyadharas of the past who have achieved siddhis by way of this path. Même s'il vous manque une telle chance de rencontrer un guide spirituel qualifié, il vous est indispensable, sans tomber dans la paresse, de bien chercher et de vous familiariser avec l'essence de l'instruction des Vidyadharas du passé qui ont réalisé les siddhis en suivant ce chemin. A Vidyadhara. A Vidyadhara is one who has gained direct unmediated realization of Rigpa. Vidya is Rigpa. So a Vidyadhara is a holder of Rigpa, a holder of Vidya, and that's a person who has direct realization of Vidya, Buddha nature, Dharmakaya. Good question. Donc, la question est qu'est-ce que c'est qu'un Vidyadhara? Un Vidyadhara, c'est quelqu'un qui a la réalisation directe de Rigpa. Vidya, c'est Rigpa, et Dhara, le tenant de la réalisation de Rigpa. Nowadays, Vidyadhara seem a bit rare. C'est quelque chose d'assez rare de nos jours, apparemment. Qualified spiritual teachers of this path are rare. Les maîtres qualifiés de ce chemin sont rares. But Dujum Lingpa himself states explicitly, he says, I am a Vidyadhara. I am that. I have get that realization. So, and he is a Vidyadhara of the past. So what he's saying is, better to rely on the teachings of a Vidyadhara of the past
than rely on the teachings of somebody who really is not qualified, but still lives. Et donc, Dudjom Rinpa disait lui-même qu'il était un Vidyadhara, qu'il avait cette réalisation de Rigpa. Et donc, ce qu'il nous dit dans ce texte, ce que nous dit le commentaire, c'est qu'il est donc il est mieux de suivre l'enseignement d'un Vidyadhara du passé que de suivre un maître en vie qui n'a pas ces réalisations. Or as my primary yoga teacher, B.K.S. Iyengar, said, better to rely on a good book than a bad teacher. Et c'est ce que lui disait son maître de yoga, Iyengar, qui lui disait il vaut mieux se fier à un bon livre qu'à un mauvais maître. Oh, yeah. So, let's come back at 11:15 and we'll finish. Donc on fait une pause, on revient à 11h15 pour terminer la journée.